Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité a été marquée cette semaine par beaucoup de sujets, parmi lesquels nous pouvons citer l'arrestation du numéro 2 d'Ansareddine par la DGSE près de chez nous, la mort de 2 soldats maliens dans une embuscade non loin de Gossi, c'est dans la région de Gao, l'affrontement entre communauté Pile de Bambara à Tenenkou et le forum intercommunautaire prévu après cet événement. Il est donc prévu cet événement vendredi à Nampala. Les manifestations à Yelimani contre le niveau des taxes locales et la disparition des recettes depuis des années, la validation de la loi relative aux autorités intérimaires et l'annonce de la création des antennes régionales et des points focaux de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Pour parler de tous ces sujets, nous avons 3 invités. Paul Ben, journaliste indépendant, même si nous savons quand même qu'il travaille pour les médias allemands ici au Mali. Nous avons également dans ce studio Makan Konaté qui est donc de Maliba FM, je ne me trompe pas du tout Makan. Et enfin, en troisième position, nous avons Ami BCC. Ami BCC, c'est bien RFM. Alors, bienvenue aussi à vous, auditrices auditeurs. Le grand dialogue. Nous commençons ce forum de la presse par cette nouvelle qui est donc tombée la semaine dernière. Il s'agit de l'arrestation du numéro 2 d'Ansardine du Sud. Il a été arrêté par la DGSE malienne. Et on dit que cette suite donc a une collaboration en service secret malien et étranger. Alors c'est une nouvelle assez importante, non, Paul Ben? Bonsoir. Bien sûr que c'est une nouvelle importante. Chaque fois que les services de renseignement et les services de sécurité mettent la main sur un malfaiteur de cette envergure, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça réconforte et ça donne du courage pour continuer à fouiller. Parce que là, on peut parler de petits poissons. Non, ce n'est pas un petit poisson, quoique je crois que ce monsieur, il opérait un peu dans des zones qui ne sont pas très faciles pour eux, pour Ansareddine. On sait qu'Ansareddine, c'est plutôt dans la région de Kidal que Ansareddine est vraiment très fort. Mais je crois que c'est quand même une action qui encourage. Mrakulaté et Malba FM. Merci, je remercie l'ensemble des auditeurs du studio Tamani. Je voudrais dire que cette arrestation du numéro 2 est un grand coup. C'est vraiment un grand coup, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas un petit poisson, c'est un gros poisson qui vient d'être mis hors d'état de nuire. Et il faut féliciter les services de renseignement du Mali. Nous ne cesserons jamais de le dire. Malgré leurs maigres moyens, ce service est en train de faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Mais reste à présent, et c'est très important à le dire, ce service n'a pas les moyens de sa politique, malgré tout ce qu'il fait. Mais à présent, les renseignements n'ont pas suffisamment de moyens. Et quand on sait que de l'argent est en train d'être dilapidé de façon inutile et à d'autres fins. Donc je pense que nos autorités doivent concentrer un tout petit peu que cela soit possible, les maigres moyens qui nous restent à la disposition de ce service pour qu'il puisse continuer à sécuriser le peuple malien. Donc l'arrestation de ce deuxième d'Ansardine va affaiblir effectivement Yad Agali, ça va l'affaiblir et ça va également affaiblir Amadou Koufa, qui est là encore en train de poser des actes de violence, d'assassinat, de meurtre, etc. Donc je crois que c'est quand même une très bonne chose et il faut s'en réjouir. Ami BCC RFM. D'accord, merci beaucoup. Félicitations pour les nouvelles installations, c'est très joli. Maintenant, par rapport à votre question, je reviens les 2 confrères. Et moi, j'insiste beaucoup sur aujourd'hui le caractère un peu progressiste que sont en train de prendre les forces de l'ordre, comme ils l'ont dit, les forces de sécurité. Mais ce que Makam vient de dire aussi est important.
ça doit affaiblir Yad Agali. Mais est-ce que tel sera le cas? Parce que nous avons vu à chaque fois que la DGSE et les autres structures militaires font des moissons de la sorte, nous avons vu par le passé que c'est des gens souvent qui ont été libérés, ils restent vraiment à faire en sorte que tel ne soit pas le cas aujourd'hui, parce que c'est vrai, on est en train de féliciter les forces de l'ordre pour ce qu'elles sont en train de faire, mais il ne faudrait pas que ça tombe vraiment dans un puits où il n'y a absolument rien, parce que Yad Agali, il est encore là, c'est lui qu'il faut arrêter. Depuis longtemps, nous l'avons toujours dit, si on ne négocie pas avec Yad, il faut qu'on l'arrête, que ça soit le numéro 2 ou 3. Yad, aujourd'hui, est la personne surtout qu'il faut chercher. Oui, je voulais tout juste ajouter une toute petite chose. Il faut aussi compter sur ce qu'on appelle les renseignements humains, la population. Vous savez, au Mali, on a une culture où les forces armées et de sécurité ont toujours voulu dire aux populations que non, le boulot de sécurisation, de sécurité, c'est notre boulot, c'est pas votre boulot. Or, nous n'avons pas assez de moyens, comme les confrères l'ont dit. Et on doit compter sur la population, on doit prouver, on doit montrer à la population qu'elle est là. Chaque bon citoyen malien est un bon agent de renseignement. Et on doit vraiment mettre l'accent sur cela. Et un État est au-dessus de tous ses moyens. Il peut tout faire. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, vous avez tous les trois reconnu qu'il faut plus de moyens. Vous soulignez aussi le fait que les populations doivent quand même s'investir dans cette lutte. Mais c'est vrai aussi qu'il est important qu'on renforce la collaboration entre nos services, les services, je veux dire, les services maliens et nos services, comme ce fut le cas ici. Oui, c'est vrai, mais vous savez, comme on dit en Bambara, quand il pleut, chacun essaye de couvrir sa tête. Nous devons d'abord compter sur nos propres forces, sur les quelques, disons, 14-15 millions de Maliens, je veux dire, qui sont déjà en âge de pouvoir enseigner, et sur nos forces armées de sécurité. La collaboration extérieure, elle est importante, c'est vrai, mais comme je l'ai dit tantôt, on doit d'abord compter sur nos propres forces, parce que les autres aussi ont leurs problèmes. Il y a eu des attentats à Paris. La France, c'est quand même une superpuissance. Il y a eu des attentats à New York, à Washington, en Côte d'Ivoire, tout près. Donc eux aussi, ils ont leurs problèmes. Si à chaque fois, on peut collaborer, mais il faut qu'on compte d'abord sur nos propres forces. Oui, moi je crois que déjà les autorités ont amorcé ce principe de collaboration et de partage de renseignements, notamment à travers les rencontres qui se font entre les différents chefs d'état-major des États voisins tels que le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Algérie, etc. Donc ils se retrouvent, ils échangent les informations et on ne peut pas gagner un combat sans renseignement. Une guerre ne se gagne jamais sans renseignement. Une guerre ne se gagne jamais sans moyens logistiques, sans moyens financiers et sans moyens humains. Et il va falloir que nos chefs d'État le comprennent, et singulièrement le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Il va falloir qu'il le comprenne, qu'il essaye de tout mettre en œuvre pour que nos services de renseignement puissent collaborer en toute liberté et en toute indépendance. Et quand je parle d'indépendance financière. Là, j'insiste sur le mot. Les services de renseignement du Mali n'ont pas de moyens. Ça, c'est très clair. Ils n'ont pas de moyens, non seulement pas de moyens financiers, mais ils n'ont pas de moyens humains. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, le Mali est en danger. Nous sommes en danger parce qu'on a connu des cas d'attentats ici, à Bamako et dans d'autres localités. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est fini? Donc voilà, il va falloir mettre l'accent sur le renseignement. Le renseignement, je ne vous apprends rien, on est entre confrères, est totalement différent de l'information. Le renseignement, c'est ce que quelques-uns ou bien quelques personnes sont au courant. Mais dès lors que ça s'est mis à la portée de tout le monde, ça devient en ce moment une information. Donc la gestion du renseignement est très très importante et il va falloir mettre les moyens, le prix qu'il faut. Même s'il faut vraiment appeler la population à collaborer dans ce sens, il faut mettre le prix qu'il faut, mettre nos services de renseignement, les doter de moyens adéquats pour qu'ils puissent faire correctement leur travail. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une certaine négligence. Ça, je le dis, il y a une certaine négligence. C'est ce que je comprends en la matière de la part et du département de la Défense, mais également de la présidente de la République, auquel les services de renseignement sont directement rattachés. Je crois qu'il y a une certaine négligence et il va falloir corriger ça au plus vite.
Moi, je vois un peu quelque chose de positif parce que depuis qu'il y a eu l'attaque d'Radisson, nous avons vu des unités françaises et américaines qui sont en train d'appuyer aujourd'hui nos forces de renseignement. D'ailleurs, c'est ce qui a fait elles sont en train de plus en plus faire de bons résultats. Mais sur un autre aspect, la sécurité d'abord c'est à l'intérieur. Surtout dans un système où c'est des djihadistes, c'est des terroristes, ça va être très très compliqué de faire ce qu'on appelle la guerre. La guerre normale, cette guerre conventionnelle, disons. Ce ne sera plus le cas. Donc, à partir du moment où les États, à l'intérieur même de leurs différents territoires, arrivent à juguler ces menaces, il va falloir qu'il y ait cette coordination. Et ça, c'est inévitable. Ce n'est pas seulement entre Africains aujourd'hui. C'est normal que le monde aujourd'hui soit vraiment lié les uns aux autres. Les Américains, les Français ont des moyens qu'on n'aura jamais, ça c'est sûr. Et il faut quand même plus ou moins travailler avec, et ça c'est normal. Et comme Paul l'a dit, la population c'est normal. Et ce que Makan vient de dire à l'instant, on le sait, souvent même l'argent qu'on met à la disposition des forces aujourd'hui sont détournés. Ça c'est très clair. Dans une armée où les gens sont en train d'aller vendre des armes, il y a encore cette mentalité qu'il faut travailler chez les forces de l'ordre. C'est des pratiques qu'on peut rencontrer même en cette période. Bien sûr, récemment tel a été le cas. C'est des militaires qui vendent des armes, vous avez vu ça, où on détourne l'argent. Comme il l'a dit, il y a les maigres moyens, mais ces maigres moyens qu'on met à la disposition pour qu'on puisse défendre la nation, voici que des officiers supérieurs sont en train de faire ce qu'ils veulent au sommet. Il reste à prendre des mesures qu'il faut. Oui, ce que je sais, M. Fomba, c'est qu'il faut une base de données. Une base de données qui sera centralisée, mais qui puisse permettre quand même à nos différents États de pouvoir échanger à temps réel les informations afin de bloquer, sinon de prévenir ces attaques terroristes dans la sous-région. Il faut une base de données vraiment concrète et les informaticiens, les ingénieurs et ceux-là doivent travailler à cela, permettre quand même à nos différents États d'échanger rapidement les informations, les renseignements, c'est très important. Paul Ben. Oui, moi je rejoins mes confrères. Ce que je voudrais aussi dire, il a parlé maintenant de base de données. Vous savez, on est encore dans l'archaïsme au Mali. Je vous dis... Avec le même problème de moyens, donc. Non, pas du tout. Vous savez, les moyens, un ordinateur, un petit appareil biométrique où on peut prendre les empreintes, ou bien des documents, un papier A4 sur lesquels on peut mettre des empreintes pour retrouver la trace de quelqu'un. Aujourd'hui, M. Fomba, vous pouvez faire 5 cartes d'identité dans 5 commissariats différents avec votre photo. On ne saura pas que c'est le même Seydou Fomba qui est venu au 1er arrondissement, au 2e arrondissement. Ça, c'est possible. Ça, c'est pas normal. Dans un pays comme le Mali, ça, c'est pas normal. Moi, je peux faire 2 ou 3 passeports avec ma même photo, avec deux ou 3 différents noms. Ça, c'est pas normal. Le passeport, il se fait un peu différemment aujourd'hui? Non, pas. Écoutez, quand on vous dit biométrique, c'est sur papier, quoi. Hein? Moi, j'ai les preuves de ça, c'est sur papier. Alors, Studio Tamani, il sera 18h30 dans moins de 2 minutes. Nous allons poursuivre ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. 3 journalistes sont dans ce studio pour revenir sur ce qui aurait constitué l'essentiel de l'actualité cette semaine. Il s'agit de Paul Ben, journaliste indépendant, Amibé Sissé Radio FM et Makan Konaté Maliba FM. Alors, nous allons à présent parler malheureusement encore de violence. La violence, vous le savez, autant que moi, une embuscade contre un convoi de l'armée, donc près de Gossi, a fait encore 2 morts et 1 blessé. On reste toujours dans le cycle de la violence à MIBC? Malheureusement, oui, parce que nous l'avons dit, cet accord depuis qu'on l'a signé, c'est vrai, les Maliens ont beaucoup espéré, mais de plus en plus, c'est surprenant. Le monsieur qui vient de tomber, selon les informations qu'on a, il fait partie du MOC. C'est lui qui devait être presque à la tête de cette structure. Et au moment où il est en train de chercher vraiment à savoir de près ce qui se passe, on voit qu'il tombe dans une embuscade. Cela veut dire que ce n'est pas tout à fait fini. Les vrais acteurs qui ont signé le document, ce ne sont pas eux vraiment qui doivent faire la paix. Et malheureusement que
tout encore est à reprendre. Aujourd'hui, à Gao, à Menaka, les choses ne sont pas comme nous l'aurons souhaité. On a parlé tout de suite de ces terroristes qu'on a arrêtés. Cela veut dire qu'encore qu'il y a les forces du mal un peu partout au nord. Et s'ils tombent, selon la version qu'on a, il paraît qu'après il a été criblé de balles par d'autres personnes. Cela veut dire que de très près, ça ne va pas du tout. Il faut vraiment revoir les choses. Maran Konaté. Je dirais que c'est vraiment regrettable. Mais je reviens encore sur cette question de renseignement. Vous savez, ces rebelles-là, ces terroristes, ces criminels sont mieux informés que nos agents. C'est ça le problème du renseignement. Quand nos forces armées se déplacent depuis Bamako, ils savent qu'ils sont en train de se déplacer. Partout où ils arrivent, ils savent qu'ils sont à tel niveau, ils sont dans tel véhicule, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Donc tout ça, ça pose le problème de renseignement. Donc quand on n'arrive pas à maîtriser cela, forcément, on met nos éléments dans des situations difficiles. Et c'est ça, c'est sur la base de renseignements que cette mine-là a été déposée. Et c'est sur la base de renseignements également qu'il y a eu ces crimes qui ont été commis. Donc encore faudrait-il que nos forces armées, il y a des tops, si je peux me permettre de parler comme ça, il y a des tops et il va falloir les chercher, les dénicher. Des tops qui certainement se trouveraient au niveau de l'armée malienne, mais des tops qui se trouveraient également au niveau de la population civile. Donc il y a des problèmes de communication. Il faut gérer également la communication. Et les troupes françaises sont là. Pourquoi ne nous aidons pas à intercepter certaines communications? Et pourtant, elles ont la possibilité de le faire. Elles ont la possibilité de le faire. C'est des gens qui peuvent communiquer dans une langue, mais si la communication est interceptée, elle peut être traduite également par d'autres personnes que les Français peuvent engager, etc., pour essayer de traduire ça rapidement. Tout cela est possible. Donc, tant que ces dispositions-là ne sont pas prises, forcément, nos éléments seront toujours victimes d'attentats, de crimes, de dépôts de mines, de ceci et de cela, partout. Ce n'est pas possible. Quand nos éléments se déplacent à Bamako, vous trouverez un vieux marabout ou bien un talibé qui est assis à côté avec un téléphone satellitaire qui appelle et qui lui donne le numéro du véhicule, etc., etc. Donc vraiment, il va falloir que les renseignements se développent. Il faut développer les renseignements, il faut développer les moyens logistiques. Sans cela, on n'arrivera pas à mettre un terme à ce fléau. Et c'est vraiment, c'est regrettable. Et il va falloir que le président de la République le comprenne. Kibeka arrive à comprendre cela. Que Tcheman Hubert, dont d'ailleurs je regrette le fauteuil, parce que pour moi, il n'est pas à sa place, que Tcheman Hubert également arrive à comprendre cela. Le Mali est en guerre et je pense que la défense doit être gérée par un militaire et pas un civil. Paul Ben. Oui, nous regrettons vraiment le décès du colonel Dao. C'était son ami. Non, on a collaboré beaucoup ensemble. C'est quelqu'un que j'estimais beaucoup parce que depuis qu'il est arrivé à Gao, il a organisé beaucoup d'escortes dans les différentes missions que j'ai eues. Tout récemment, quand nous étions à Menaka avec le gouverneur, il était parmi les gens qui ont mis le dispositif sécuritaire en place. Et c'était un vaillant militaire. Bon, Monsieur Fouma, vous devez comprendre que l'axe Gossi-Gao, aujourd'hui au Mali, est l'axe le plus dangereux. Le plus dangereux. À tout moment, vous pouvez être attaqué. À tout moment, vous pouvez monter sur une mine. C'est l'axe le plus dangereux. Ça fait 160 km, mais c'est le plus dangereux. Mais dans ces cas, il faut reconnaître que c'est un axe qui mérite une attention toute particulière. Toute particulière. Je l'ai dit il y a plusieurs mois ici. J'ai dit que ce tronçon-là, c'est le tronçon de tous les dangers. J'avais critiqué en son temps les escortes qui se permettaient de s'arrêter à Intahaka, à 65 km de Gao, pour acheter du charbon, alors qu'ils escortaient des véhicules. Je l'ai critiqué en son temps, mais il faut reconnaître que c'est une combinaison. La route, elle est très mauvaise. Ça, on ne doit pas, c'est un euphémisme de dire que l'axe Sévaré-Gao, c'est la catastrophe. Et en plus de ça, les trous que vous apercevez à l'aller, quand vous les voyez rebouchés,
Ce n'est pas qu'on a rebouché les trous pour que les véhicules circulent mieux, c'est parce qu'il y a un engin en dessous. Parce qu'avant, on descendait pour dévier les trous. Ils ont commencé à mettre sur les déviations. Maintenant, les gens ont repris l'axe normal. Maintenant, ils surcreusent un peu le trou, ils déposent l'engin dessus et puis ils remblaient. Vous montez dessus, vous partez. Et apparemment, pour le colonel Dao et son chauffeur, c'était un engin téléguidé. Parce que le premier véhicule est passé, et quand son véhicule est arrivé à l'endroit, ils ont appuyé sur la télécommande, ça a explosé, et puis il y avait des gens qui ont répliqué, qui ont attaqué. Ils ont attaqué le convoi. Mais ce que je voudrais dire ici, il faut combiner, comme Magan l'a dit, les renseignements, mais il faut aussi voir vraiment, de grâce, que le gouvernement voit à travers la direction régionale des routes de Gao, qu'on essaye de voir le minimum qu'on puisse faire. Parce qu'actuellement, les poseurs de mines ont dépassé le stade de Gossi. Ils vont maintenant jusqu'à Omburi. Vous comprenez? Omburi, c'est à 90 km de Gossi. Ils vont maintenant au-delà de Gossi. Parce qu'avant, c'était Intahaka, 65 km. Avant Intahaka, c'était à 30 km. C'était la zone la plus rouge. Maintenant, ils ont dépassé ça. Donc, chaque fois, quand il y a des escortes, il y a quelque chose, ils changent de méthode. Donc, on essaye de voir que les directions régionales combinées, celle de Mopti, celle de Tombouctou, parce que Gossi fait partie de la région de Tombouctou, et Intahaka, ça c'est Gao, qu'on essaye de voir pour pouvoir réparer ces routes. Parce que quand les routes sont réparées au goudron, c'est dur de les creuser et c'est dur de poser les mines. Mais franchement, c'est ça. C'est regrettable. On a perdu un vaillant militaire. Si les mesures adéquates ne sont pas prises, on en perdra. Parce que même les Français, même la MINUSMA, quand elle circule sur cette route, c'est la mort assurée à tout moment. Je voudrais ajouter quelque chose. Vous savez, ce problème-là est tellement complexe. La population de Gao aujourd'hui ne paye pas d'eau, ne paye pas d'électricité. Si. Bon, même si l'électricité a commencé. Il paye depuis. Mais il y a des livres. Depuis janvier 2015, bon, il y a des livres de famille qu'on amène et on a droit à de l'huile, on a droit à du riz, on a droit à ceci, on a droit à cela. Ça c'est terminé, bon. ça c'est terminé. Hein, ça, c'est... Bon, voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une volonté pour que vraiment cette guerre-là puisse prendre fin? Est-ce qu'il y a une volonté? Ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc, c'est un autre débat. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a certaines populations qui profitent de cette nouvelle situation, de cette situation de guerre. Parce que ça amoindrit les dépenses, hein, ça permet à d'autres de faire leur petit trafic, etc. etc. Donc, je crois qu'il y a là vraiment tout un... Il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser, il faut informer. Sensibiliser et informer. Et mettre encore, je le redis, mettre encore l'accent sur la gestion du renseignement. C'est très important. Oui, ce que moi je voulais un peu ajouter pour un peu informer mon confrère, je veux dire qu'aujourd'hui à Gaoville surtout, la vie a repris son cours normal. Gao est plus peuplé aujourd'hui qu'avant 2012. Moi, je le constate au jour le jour. En moins de 3 semaines, j'ai fait 5600 km par route. Et je constate cela. Maintenant, les populations, j'ai cité certains petits villages, hein, Tahaka, Gossi, Tenesemed, tous sont sur l'axe Homburi-Gao ou bien Sévaré-Gao. Vous savez, les populations qui sont là, elles aspirent à autre chose. Les gens qui posent les mines, c'est des gens qui sont payés à la mine. La mine, ça tourne autour de 50 000 francs par engin de truie. Si c'est les FAMA, quand c'est les Français ou la MINUSMA, ça vous avez dans les 200 à 300 000. C'est des informations vérifiables. C'est un business, c'est des informations vérifiables. Et c'est des jeunes qui sont en brousse, qui sont entretenus par des gens qui sont en ville. C'est des gens, des anciens du Moujao, c'est des gens d'Ansaradine qui les entretiennent en brousse.
mais ils n'ont rien à voir avec la population. Mais c'est des enfants. Non, ils n'ont rien à voir. C'est des enfants qui posent ces mines là. Non, c'est des chômeurs. Non, c'est des chômeurs. Comme les Tamashek disent, c'est des chômeurs. Des enfants de 7 à 8 ans. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Les enfants de 7 à 8 ans ne posent pas. C'est eux les poseurs de mines. Non, pas du tout. Moi, je connais certains qui sont poseurs de mines. Ce n'est pas des enfants de 7 à 8 ans. Parce que pour poser une mine, je rappelle ici qu'en moins de 2 mois, les mêmes mines qu'ils posent ont tué ces poseurs de mines. Le 26 avril sur l'axe Gao-Ansongo et 1 mois avant sur l'axe Gao-Gossi. Parce que pour poser une mine, vous la posez, il faut combiner les fils et puis remblayer. Vous combinez mal les fils, vous êtes parti, vous-même. Donc un enfant de 7-8 ans ne peut pas le faire. Donc les gars qui le font, c'est des adultes, c'est des gens de 18 à 25 ans, ils sont payés pour ça. Un enfant de 7 ans ne demande pas cela. Excusez-moi d'être... Alors, nous allons passer à un autre sujet, malheureusement encore un sujet tragique. Il s'agit de l'affrontement qui a récemment eu lieu à Ténenkou entre communautés Peul et Bambara. On a parlé d'une trentaine de morts. Alors, il semble qu'on a quand même compris l'ampleur de ce qui s'est passé. On en a tiré les leçons. Et puisqu'on parle maintenant d'un forum intercommunautaire qui va être organisé et qui doit avoir même lieu vendredi prochain, ce sera à Nampala. Alors, c'est pour, dit-on, réconcilier l'ensemble des protagonistes. Alors, Amibé, qu'est-ce que vous pensez d'une telle initiative? Bon, moi, je pense qu'il y a trop de théâtre au Mali, parce que faut pas trop détourner les gens de ce qui se passe en réalité. C'est vrai, cette tension, malheureusement, qui a eu lieu, si elle est vraiment résolue, elle est résolue. Faire un forum pour encore soutirer de l'argent aux autorités qui n'ont pas encore compris qu'il y a d'autres priorités qui les attendent, il y a d'autres réalités sur lesquelles repose le pays. Moi, je pense que c'est comme ça. Après, un forum, ce n'est pas non, moi, je vois pas trop magique. Non, on parle de forum quand il y a problème. Moi, je pense qu'à partir du moment où ces autorités civiles, administratives et puis politiques là se sont rencontrées, on a vraiment mis terme au problème. On fait forum pourquoi? Je ne vois pas trop la nécessité. Il y aura un autre forum tout de suite, un autre groupe parlera de forum en forum, où est-ce qu'on ira? C'est-à-dire, c'est vrai, la zone est dangereuse et comme on l'a dit, il faut mettre l'armée là où il faut et qu'elle assure la sécurité de ces populations qui sont laissées pour compte. Même à Bamako, ici, il y a des gens aujourd'hui à qui les autorités ont donné des papiers pour vendre des armes. Moi, je l'ai découvert et puis c'est encore grave dans un pays comme ça. Tout le monde va se retrouver avec une arme à bout portant. C'est dangereux. Alors, vous voulez dire qu'au lieu d'interminables forats, il faut peut-être essayer de prendre le problème à bras le corps, c'est cela? Oui, mais vous avez même dit, c'est des communautés qui se connaissent. Moi, je pense que le problème n'est pas aussi très très profond qu'on puisse. C'est vrai, c'est une tension qui malheureusement est venue. Il faut le taire, mais ça ne vaut pas le coup de préparer des forums pour encore dilapider des fonds comme Makan l'a dit il n'y a pas longtemps. Il y a vraiment d'autres choses à faire qui ne sont pas vraiment ces caprices des populations souvent qui veulent vraiment nous distraire. Makan Konaté, Maliba FM. Oui, justement, j'abonde dans le même sens. Moi, je pense qu'un forum intercommunautaire pour essayer de discuter, parler de paix, de ceci, cela, je crois que le problème entre Peul et Bambara, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des communautés qui vivent ensemble et qui sont complémentaires. Vous voyez? C'est-à-dire, en période sèche, les Peuls envoient leurs animaux dans les champs des Bambara. Ils vont aller brouter là-bas. Mais en contrepartie, les animaux déversent ce qu'on appelle l'humus. Et ça fertilise également le sol des Bambara. Mais il arrive des fois que, souvent, même avant même qu'il y ait récolte, que les animaux se permettent quand même d'aller dans le champ des Bambara pour aller brouter. Et c'est ce qui crée le problème, très généralement. Donc, je crois que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui, il semble que cette fois-ci, c'est une situation assez différente, puisqu'on a parlé d'assassinat, Oui, une trentaine de morts, comme on l'a dit. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois, entre communautés, il est bon de s'asseoir, de discuter, que de dire, bon voilà, il faut envoyer une délégation par-ci, il faut envoyer une délégation par-là pour parler paix. Et quand ces délégations-là vont venir, on va demander de l'argent. Et il faut encore
trouver de l'argent. Et où est-ce qu'on va trouver cet argent-là? C'est avec l'État. C'est l'État encore qui va débourser de l'argent. Alors que nos services de renseignement ont besoin d'argent. Moi, je pense qu'il faut investir là où on a le plus besoin. Aujourd'hui, discuter entre communautés est possible en présence des autorités sans qu'on aille vers une histoire de forum, de ceci, de cela. Vous voyez, le Mali est en train de devenir un pays comme ça. Toujours des forums, toujours des festivals. Hein? On en a combien de festivals aujourd'hui? Hein? Et ça demande toujours de l'argent parce qu'on va demander encore de l'argent soit à l'État ou bien à des entreprises. Alors que ces entreprises peuvent mieux investir ailleurs que dans de pareilles situations. Vraiment, moi je regrette ce forum-là. Paul Ben, oui, moi je crois que, vous savez, l'État tombe facilement dans la facilité. Hein, c'est ce que je constate. Hein. Il y a des mécènes ici à Bamako là, qui sont ressortissants de tel ou tel endroit. Quand le torchon brûle un peu, paf, ils vont voir Zahabi. Bon, il faut qu'on organise un forum. C'est simple que cela. Ah oui, mais c'est comme ça que ça marche. Vous pensez que si ce n'était pas simple, on allait dilapider 200-300 millions à Kidal? Et puis on s'appelle au téléphone pour dire qu'il faut rembourser l'argent qu'on a. C'est comme un jeu d'enfant, quoi. Vraiment, il ne faut pas qu'on tombe dans la facilité. Entre peu, le Bambara, comme Maran l'a dit, c'est la cohabitation. Et comme on le dit en Bambara, même la langue et les dents se querellent. Vous pouvez me dire, depuis combien de temps on n'a plus eu un conflit de ce genre? Mais la cohabitation, elle est millénaire là. Donc vraiment, il ne faut pas qu'on tombe dans cette histoire de forum. Pourquoi? On ne doit pas le faire. Au lieu de financer un forum pour peu le Bambara là, mais qu'on finance un projet de développement dans cette zone pour essayer un peu d'aider les éleveurs et les agriculteurs, parce que c'est une zone agro-pastorale. Hein, qu'on essaye de faire des aires comment on appelle, pour les animaux, et puis pour que les paysans, les producteurs et les éleveurs ne soient plus en conflit, parce que c'est le principal. La dernière fois, ce qui s'est passé, on était à Ménaka, le ministre Zabi a reçu un coup de fil lui annonçant que les Peuls, c'est ceux qui sont toujours armés, les Bambara aussi sont armés, mais c'est les Peuls qui ont des armes. Les Peuls sont venus dans le village pour chercher le chef. Et généralement, les Peuls, quand ils arrivent dans le village en armes, quand ils voient le chef, ils les tuent. Donc les Bambara ont cru que c'était pour venir tuer le chef. Donc, ils ont arrêté le Peul, ils l'ont agressé, ils l'ont tué. C'est comme ça que c'est parti. Hein, et c'est ça. Magan, rapidement, avant... Oui, très rapidement. Je crois que le gouvernement doit être ferme. Nos autorités doivent être fermes dans la gestion de ces conflits intercommunautaires. Imaginez un peu, moi je suis malinqué. Bon, que je vais chez moi, je suis de Karan, vers le Mandé, en allant vers la Guinée, que j'aille dire, bon voilà, je vais organiser un forum pour que ceux qui sont en train d'exploiter les mines, les orpailleurs par exemple, entre Maliens et Guinéens, bon voilà, qu'on essaie d'organiser un grand forum pour que les uns et les autres puissent se retrouver, et je viens demander 100 millions pour l'organisation de cela. Et quelqu'un d'autre qui est de la région de Caille, qui aille faire la même chose, on ne peut pas aller dans ça. Vraiment, parce que moi je pense que c'est des moyens pour soutirer de l'argent à l'État. L'État n'a pas de moyens aujourd'hui, l'État n'a pas d'argent, et qu'on ait pitié de nous pour l'organisation de ces forums, de ces forats-là. On en a marre. On en a marre avec ces forats, on en a marre avec ces festivals. Vraiment. Amibé qui voulait réagir. Ouais, juste pour dire que c'est un problème apparemment qui a un caractère militaire, parce que ces populations civiles ne doivent pas être armées. Et c'est ce qu'il faut éviter aujourd'hui. S'ils ont vraiment les armes, surtout dans un processus où on parle de désarmement, chacun va chercher des armes et puis on va attendre l'État au bout du tunnel pour se faire désarmer et se faire réintégrer. Et ça va encore créer vraiment des problèmes. On voit ça aujourd'hui. Une courte pause avant la suite de ces débats. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous
allons à présent parler d'une tension. Cette fois-ci, c'est à Yilimani. Il y a eu là-bas des manifestations qui ont donc fait des blessés. Il paraît que ces manifestations avaient pour but de protester contre ce qu'on appelle là-bas des taxes locales, qu'on suppose quand même assez élevées, des taxes locales et la disparition des recettes depuis des années. Alors, il y a eu des protestations en dehors même du Mali, puisqu'il y en a eu là-bas à New York, devant l'ambassade, à Paris, il y en a eu. La situation, quand même, on dit qu'elle est devenue calme, mais je crois qu'on doit tirer aussi des enseignements, non, par rapport à ce qui vient d'arriver là-bas. Boulben? Oui, quand vous dites les TDRL, comme on dit, là, taxes de développement local, elles s'élèvent à combien quand vous dites qu'elles sont élevées? Moi, je crois que il est temps qu'on comprenne qu'il faut donner au Mali ce qui lui appartient. Il faut donner au Mali ce qui lui appartient. Quand vous êtes citoyen malien, que vous exercez une activité ou pas, vous, M. Fomba, quand on vous paye le mois, mais on ampute de votre salaire tout ce qu'on appelle les impôts, les ceci, les cela. Est-ce que vous prenez une machette ou bien une calache pour aller vous plaindre? Il faut que les populations de Yilimani, en premier chef, j'interpelle les élus, aussi bien locaux que nationaux, qu'ils essayent de dire à leur population, si eux, élus, ne payent pas les impôts, il faut qu'ils essayent de dire à leur population qu'ils sont maliens, ils doivent payer des impôts. Parce que le pays qui leur a donné la chance de vivre, de grandir, d'exercer une activité ou pas, doit recevoir de lui. Il est temps. Et ça ce n'est pas seulement à Yilimani, hein. Parce que ici à Yilimani, maintenant, on commence à faire ce que le Mali nous a habitués à faire. Quand il y a des petits problèmes, on vient, on calme. Ah, vraiment, il faut faire ceci. D'autres personnes, il y aura d'autres foyers de tension pour les mêmes causes. Or, c'est normal que les populations payent des taxes. C'est normal que le commerçant, l'opérateur économique, il faut qu'on paye. Et le jour que ça va se faire ici au Mali, les gens qui ont 60, 40 villas, mais ils sauront. L'impôt sur le foncier, l'impôt sur la fortune, le jour qu'on imposera ça ici, il y a certains qui vont, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il y a certains qui vont vendre leurs biens ou bien vont se débarrasser de leur villa. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des maisons. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'on vole l'État, on construit des maisons, on le loue à l'État. Il y a des gens qui ont des maisons, des centaines de maisons ici, mais ils ne donnent rien à l'État. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Il faut rendre à l'État ce qui lui appartient. Bon, moi, je pense que par rapport à ce qui s'est passé à Yilimani, je crois qu'il faut privilégier le dialogue. Il faut privilégier le dialogue et la concertation plutôt que d'aller vers la force. Certes, un citoyen doit s'acquitter de ses impôts. Ça, c'est normal. Mais au rythme où nous partons, je crois qu'il faut privilégier le dialogue et la concertation. Que d'aller prendre, par exemple, des chefs de famille, les humilier, les mettre en prison, je crois que cela n'est pas normal. Imaginez un peu, est-ce qu'à Kidal on paye l'impôt? Je me pose la question bien avant la guerre, hein, bien avant que cette guerre-là n'éclate, parce que d'après ce que j'ai entendu de la bouche de certaines populations de Yilimani, on ne paye pas l'impôt là-bas. Les gens de Yémani ne connaissent rien de ce qui se passe à Kidal. Il faut qu'ils s'informent. Non, mais ils disent que les gens de Kidal ne payent pas l'impôt. Qu'ils s'occupent de leur coin, qu'ils payent leurs impôts. Oui, mais c'est des Maliens, non? Moi, je pense que ce sont des Maliens. On n'a pas demandé aux gens de Kidal. Et la loi s'applique à tout le monde. On n'a pas demandé aux gens de Kidal de payer les impôts. Nous allons demander. Pour terminer, maintenant, pour ceux qui sont allés prendre le consulat du Mali en otage pour dire qu'il va falloir qu'il y ait un de leurs compatriotes qui a été arrêté, ça, je déplore ça un tout petit peu, parce que peut-être que ça pouvait durer un jour ou bien 2 jours maximum, mais ou bien trouver un moyen pour que les malades qui devaient voyager ou bien qui devaient venir à Paris ou bien qui devaient quitter Paris, etc., ou bien les hommes d'affaires puissent quand même gérer leur affaire. Il fallait leur trouver quand même un moyen pour ça, parce qu'il y a d'autres qui sont bloqués à cause de ce qui se passe au niveau du consulat, parce qu'il y a des Maliens qui bloquent l'entrée. Moi, je pense que les autorités doivent faire beaucoup attention. D'abord parce que ces Caïsiens qu'on est aujourd'hui en train d'étrangler, c'est des gens, ce qu'ils apportent
c'est plus que l'aide au développement du Mali. Premier aspect. Le second aspect, c'est quoi? C'est une affaire d'impôt. La plupart des infrastructures dans ces différentes localités, presque, ce sont ces mêmes citoyens qui les financent d'ailleurs. Donc si vous avez des impôts vraiment à leur imposer, ces impôts ne doivent pas être exorbitants. Et le troisième aspect, surtout, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a vu récemment les écoles privées qui ont grévé pour affaires d'impôts. Le gouvernement a reculé, tout le monde a vu ça. Le ministère des Finances et le ministère de l'Éducation ont reculé pour dire de laisser tomber cette affaire d'impôts. Ils sont en train de récolter des milliards chaque année. Il y en a qui ont fait 2 à 3 ans, ils n'ont rien payé. Et quand les impôts ont vraiment pris la mesure de l'affaire, ils ont protesté. Tout le monde a vu ça. Donc je pense que les populations qui sont en train de se débrouiller à gauche, à droite, on doit vraiment les aider d'une manière ou d'une autre, et pas comme ça, comme Makan l'a dit, humilier des chefs de famille. Nous allons tenter un dernier tour de table pour parler d'une validation, la validation de la loi relative aux autorités intérimaires. C'est une décision de la Cour constitutionnelle qui ne vous surprend pas, Paul Ben? Bon, vous savez, il y a eu trop de bruit autour des autorités intérimaires. Il y aura encore toujours des bruits, parce que d'un côté, il y a le gouvernement du Mali et la plateforme qui sont d'accord à faire avancer les choses. De l'autre côté, il y a la CMA qui, comme d'habitude, essaye de jouer un peu à la prolongation, quoi. L'opposition avait quand même déposé une requête auprès de la Cour. L'opposition, elle est dans son rôle. Je ne commande pas la position de l'opposition, mais moi, je constate quand même que c'est un point de l'accord. Il faut qu'on avance. Il ne faut pas qu'on fasse du surplace. Maran Konaté. C'est un couteau à double tranchant, M. Fomba. La Cour constitutionnelle a tranché. Et quand la Cour tranche, personne ne peut rien. Donc, forcément, il va falloir se conformer à cela. Mais pourquoi je dis un couteau à double tranchant? Ces autorités intérimaires, nous l'avons constaté. Bon, ça va se passer au nord, dans des zones de conflit. Mais peut-être que demain, on peut s'attendre à la même chose à Kaï ou bien à Sikasso. Là encore, il ne va pas falloir qu'on vienne nous dire autre chose. Dès lors que ça a été possible et que la Cour a tranché que c'est possible effectivement, donc il faut s'attendre à d'autres autorités intérimaires, certainement, et dans d'autres localités. Mais on va rappeler que cela a été élargi à l'ensemble quand même des régions. Maintenant, nous donnons la parole à vous, Ami Bessissé. C'est à l'ensemble du territoire. Ami Bessissé, vous avez... Allez-y. D'accord. Ok, moi je pense que c'est une décision de la Cour constitutionnelle, mais à mon avis, c'est une décision très grave que l'histoire va retenir. La Cour constitutionnelle a fait le jeu du gouvernement. Moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je sais que cette mesure que... Tout le monde sait que les cours, aujourd'hui, les juridictions en Afrique sont à la solde du pouvoir. Ça, tout le monde le sait. Récemment, quand on a vu les assises de la Cour constitutionnelle, on savait que cette mesure allait être prise. Elle est prise, c'est fini. Comme Makan l'a dit, personne ne peut rien, mais les gens peuvent continuer à dire ce qu'ils pensent. Et dans la pratique, on verra que c'est encore grave. Vous avez dit tout de suite que c'est élargi à tous les pays. Tel ne sera pas le cas. Vous le verrez dans l'application. On ne fera que favoriser la CMA et ses alliés, c'est tout. Tout le monde a vu que la CMA a fait de ça comment on appelle ça, un lobby. Il fallait que ça se fasse, sinon on ne peut pas continuer à faire du chantage à tout un État. Qui connaît la CMA à Kaï? Qui connaît la CMA à Sikasso? Ils vont choisir qui? Il faut quand même préciser aux deux confrères que il faut qu'ils lisent très bien ce texte-là. C'est dit que là où il n'y a pas de collectivité, c'est là où on impose. C'est au nord, non? Ça c'est au nord. On n'a pas besoin de réfléchir. Non. Vous n'allez pas remplacer le gouverneur de Gao par quelqu'un de la CMA. Mais on verra ce qui va se passer. C'est pas comme ça. Le texte est vraiment ambigu. Non. Le texte est ambigu. Il est très clair. Et ça, je crois que ça a été décidé un peu à la hâte, parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Pour de pareils cas, moi j'aurais souhaité plutôt un référendum. Interroger le peuple par rapport à cette nouvelle donne. Ce sera mieux. Mais je dis c'est un couteau à double tranchant. Il n'est pas exclu que d'autres problèmes surgissent lors de la mise en application de ces autorités intérimaires et surtout dans les régions du sud. Juste 2 mots, Amibé, c'est fini. Ok, d'accord, merci. Moi, je dirais qu'on a parlé de l'Assemblée nationale. Tout le monde a vu comment est-ce qu'on a fait passer cette loi. Ça, c'est pas un problème. Bref, aujourd'hui, ce qui va se passer au Mali, Paul Bent, je vous le garantis, on sera un jour sur ce plateau. Il n'y aura pas les autorités intérimaires un peu partout au Mali. C'est juste au nord pour pouvoir faire le jeu de la CMA. Je salue tous ceux qui m'écoutent à partir de Tombouctou. Alors, c'est donc fini pour ce
forum, le forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nous avions 3 invités. Paul Ben, journaliste indépendant, Ami B6 à Radio FM, Makan Konaté, Maliba FM, réalisation Ousmane Djadje Touré, mise en onde Gagné Kanté. Régie vidéo, nous avons Peting Diara, présentation Seydou Fomba. On se retrouve dans une semaine pour un autre forum de la presse. Bon week-end. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Maundi. Shenni Beri Siki Kafoba.